Alors cela dit, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question quand même, et que dans l'état actuel de nos connaissances et de la technologie, si vous en êtes d'accord, on est d'accord pour approuver cette proposition de Gilles Savary, à l'unanimité, voilà. Et donc après cette grande sagesse, nous allons passer à un troisième point qui est une communication sur les contrats de concession. Alors ça, c'est un sujet hyper technique. Je vais essayer d'être simple, un sujet que je connais bien, qui est donc un projet de directive, le premier, sur les contrats de concession en Europe. Vous connaissez les concessions de services publics. Nous, Colbert en a été un des champions, et ça existe depuis les Romains. Bon. Sauf que l'Union européenne, elle est bizarre, elle a longtemps confondu les concessions avec les marchés publics. Voilà. Elle a longtemps confondu les concessions avec les marchés publics. Donc, énorme confusion, notamment dans la jurisprudence, puisqu'il n'y avait pas de texte sur le sujet. Il y avait un texte sur les marchés et pas de texte sur les concessions. Et donc, elle a fait deux communications. Une communication interprétative sur les concessions en 2000, pour essayer de les distinguer des marchés publics, parce qu'elle voyait bien que ce n'était pas tout à fait pareil, et puis qu'il y avait des pays qui avaient un droit très sophistiqué et très précis, comme la France, sur ce sujet. On est quand même pratiquement les champions du monde. On est incapable de le vendre à l'étranger, ce qui me paraît encore être extraordinaire, mais le droit des délégations de services publics est extrêmement précis, avec ses différentes catégories, la régie directe, la régie intéressée, la concession, l'affermage, qui correspondent tous à des choses extrêmement précises en droit français, qu'on n'a pas été capable de vendre, et donc on se retrouvait avec des recours sur des concessions qui étaient des recours qui introduisaient une confusion avec les marchés publics. Et l'Europe a toujours été taraudée par ce genre de choses, les Allemands ne comprenant pas vraiment ce que c'est qu'une concession. Et donc, de proche en proche, il a été décidé de mettre sur la table une directive sur les concessions. Cette directive est très compliquée, elle fait 51 pages. 51 pages. Ils n'ont pas fait simple. Je vais essayer de vous le montrer. L'avis que j'ai demandé de faire là-dessus, il m'a été demandé par les autorités, enfin par l'association des sociétés publiques locales françaises, qui me disent on est un peu inquiet, le texte est compliqué, on n'y comprend pas trop grand-chose et on a peur que, enfin, il crée plus de confusion qu'autre chose. Alors je l'ai regardé en toute indépendance. Je n'ai pas d'action dans les SPL. Et effectivement, le texte est d'une extrême complication. Progressivement, la jurisprudence de la Cour de justice était arrivée à des choses assez claires. En particulier, elle avait défini les régies directes, qui n'existaient pas bien en droit européen, que l'on appelle, en jargon européen, du mot anglais de in-house. In-house, ça veut dire c'est moi qui le fais moi-même, à la maison. C'est donc la régie directe. C'est quand une commune décide que son réseau de bus il est piloté par ses fonctionnaires et qu'elle ne fait pas un appel d'offres pour demander si c'est Keolis, Veolia ou je ne sais qui le fait. C'est la différence. Donc le in-house a été défini par l'arrêté CAL qui dit il y a deux conditions finalement. La première, c'est que le service, la prestation de service soit rendue par un organe contrôlé à 100% par l'autorité adjudicatrice. En d'autres termes, il y a régie directe quand des fonctionnaires font le boulot. Et si ce n'est pas des fonctionnaires, il faut que ce soit une structure qui soit contrôlée comme les fonctionnaires. Le patron, c'est le directeur des services de la collectivité adjudicatrice. Premier critère, critère de contrôle. Deuxième critère, critère de cantonnement géographique. Il y a in-house, quand on a le premier critère, plus le second, une régie ne peut pas aller faire de business ailleurs. Elle a le droit d'avoir le monopole chez elle. Une collectivité peut ne pas mettre en concurrence, mais elle ne va quand même pas aller faire la concurrence aux autres. Ce qui est en France, on a une grande habitude de revendiquer qu'il y ait monopole chez nous et qu'on aille faire la concurrence ailleurs. Y compris EDF, par exemple. Ah oui, mais EDF, encore EDF est une société, mais nos administrations centrales, on a des ports autonomes qui vendent des prestations. Oui, on a la DGA, la DGAC, ou la Direction Générale de l'Administration Civile, qui vend des prestations à l'extérieur. On a la Direction Générale de l'Armement, qui est pourtant faite de fonctionnaires qui vend à l'extérieur. Bon. Ça, c'est interdit par la jurisprudence. En gros, c'est soit vous ne faites pas d'appel d'offres et vous gardez votre monopole, mais votre monopole ne va pas aller faire du business ailleurs,
D'accord? Ce qui me paraît légitime. Donc jurisprudence très stabilisée, très intéressante. Alors, sur les concessions, bon. Et là on a un texte sur les concessions qui, moi, m'inquiète un peu, extrêmement alambiqué, dont on voit bien qu'il a été travaillé par des secousses tectoniques successives de lobby. Qui commence déjà à nous dire. Alors, oui, je n'avais pas terminé complètement. Le fait qu'on ait défini le in-house, en jurisprudence européenne, a emporté le fait en France, que vous avez tous, si vous avez été élus locaux, constaté que les SEM ont dû passer à la concurrence. Oui. Voilà. Les SEM ont dû passer à la concurrence parce que les SEM ne sont pas contrôlés comme un service administratif. Donc la France s'est mise en ordre, elle a créé les SPL. D'accord? Donc jurisprudence longue mais claire, qui met en cause nos SEM. Alors soit on fait des SEM, et donc on le fait sciemment, mais on sait que maintenant elles doivent être mises en concurrence. On ne peut pas les utiliser comme des régies. Et donc on crée les sociétés publiques locales, 100% publiques, pour contourner cette obligation européenne. Et voilà que maintenant arrive un texte de concession qui nous dit le in-house, c'est plus tout à fait ce que disait la jurisprudence. On peut faire 10% d'affaires à l'extérieur. Qui nous dit, donc on peut avoir aujourd'hui des entreprises qui font 10% d'affaires à l'extérieur de la collectivité, qui peuvent être exonérées d'appel d'offres, au titre de la directive concession. Donc ça dérégule déjà la patiente définition des régies qui nous a amené, nous, à créer les SPL. Deuxième chose, le texte introduit des notions assez curieuses d'entreprises liées, dont je comprends, enfin, la définition que ce sont des SEM. Et le texte nous dit une SEM qui fait 20% de business à l'extérieur de sa collectivité peut aussi accéder à une concession sans appel d'offres. Donc on déstabilise complètement ce qui était une jurisprudence tout juste établie. On crée aussi la notion de co-entreprise, c'est-à-dire d'entreprise de SEM dans laquelle il y a plusieurs collectivités locales. Et on dit que les co-entreprises peuvent être exonérées d'appel d'offres, si je puis dire. Bref, un texte d'une assez grande confusion. J'ajoute en plus que ce texte est très ambigu sur ce qu'on appelle le partenariat public-public et a tendance à considérer qu'une structure intercommunale est un prestataire de service à une commune, alors qu'elle n'est que le prolongement organique de la commune. C'est-à-dire que ce texte introduit la possibilité d'appel d'offres pour qu'une commune puisse faire travailler la structure intercommunale à laquelle elle appartient, ce qui est quand même totalement baroque. Et ça avait déjà été quand même par contre introduit par la jurisprudence européenne, il y avait déjà eu des accidents sur ce sujet. Donc voilà un texte extrêmement compliqué pour lequel je vous propose, il faudrait que vous le lisiez quand même parce que si vous voulez qu'on vote un peu plus tard parce que c'est quand même très lourd et je ne voudrais pas faire d'erreur, je vous propose de dire que c'est un texte qui globalement introduit plus de confusion que de clarification et qu'il devrait être totalement réécrit pour pouvoir être accepté et qu'à défaut, il vaudrait mieux en rester à la jurisprudence bien plus stabilisée et bien plus claire aujourd'hui de la Cour. Moi, je ne suis pas hostile à ce qu'un texte sur les concessions. J'ai d'ailleurs commencé par dire qu'il en fallait un sur le premier point de ma résolution. Pourquoi est-ce qu'il en faut un? Parce qu'il y a trop de confusion entre marché public et concession de services publics en Europe. Mais justement, la définition de la concession qui nous est donnée là, je vais vous la lire, je crois que je l'ai reprise. J'espère que je l'ai reprise. Pardon? Non, j'aimerais bien vous la lire quand même. Bon. Oui, la définition de la concession, je ne l'ai pas là. Les concessions sont des contrats à titre onéreux conclus entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs dont l'objet est l'acquisition de travaux ou services
et où la contrepartie est habituellement le droit d'exploiter les travaux ou services qui font l'objet du contrat. Cette définition de la concession est inacceptable. Elle est elle-même en pleine confusion avec les marchés publics. Qu'est-ce qui distingue un marché d'une concession? Ce qui distingue un marché d'une concession, c'est que la collectivité est obligée de faire un marché quand elle veut acheter un bien ou un service pour sa consommation propre, et elle le paye par un prix. Dans une concession, la collectivité décide de déléguer à un tiers une mission qui est la sienne et dont elle a le contrôle par le cahier des charges, pour que cette mission soit exploitée par un privé qui se rémunère sur l'usager et qui éventuellement paie une redevance, c'est-à-dire un droit d'usage, à la collectivité. C'est radicalement différent. Le client final dans le marché, c'est la collectivité qui fait le marché public. Le client final dans la concession, c'est l'usager qui consomme un service, qui peut être la gestion d'une salle de sport, qui peut être un réseau d'eau, qui peut être autre chose. Et voyez que simplement cette définition n'est simplement pas acceptable. Elle est encore en pleine confusion entre marché public. C'est pas l'acquisition de travaux ou de services. Non, on n'acquiert pas des travaux. On fait faire des travaux sur le réseau d'eau par la Lyonnaise des Eaux pour mettre en œuvre une compétence communale. Ce n'est pas l'acquisition de travaux. Je n'achète pas des travaux. J'accomplis une mission que je délègue. L'Europe en est encore à un stade où elle n'a pas intégré la notion simple française de délégation de services publics sous ses différentes formes. Et c'est une des raisons pour lesquelles, j'émets les plus grandes réserves sur cette directive en disant qu'elle est à la fois opportune dans son principe, mais qu'elle devrait être réécrite parce qu'elle crée plus de complexité, donc probablement plus de contentieux et de confusion que de clarification. Oui, alors merci. Moi, je voulais vous proposer de. C'est malheureusement un peu tôt ou un peu tard. Je sais pas. Je vous le dis comme pour une proposition de résolution. Tout simplement parce que, à ma connaissance, et sauf si Gilles, tu me dis le contraire, au niveau européen, c'est déjà le trilogue. Donc, si c'est ça, c'est tard. Alors, du coup, tant qu'à faire tard, il vaut peut-être mieux aussi qu'on ait quelque chose d'abouti. Parce que, dans le même temps, tu as travaillé, et c'est très bien, sur les aspects techniques que ça représente. Le Sénat s'est prononcé il n'y a pas si longtemps sur un rapport de Simon Sutour, plus sur une logique politique. Et pour rejeter d'ailleurs, c'est-à-dire que le rejet, il est déjà venu du Sénat. Il y avait eu aussi, en plus historiquement, dans le passé, c'est-à-dire en février 2012, déjà une prise de position de la Commission des Affaires européennes, dans une forme qui était autre que celle qu'elle a aujourd'hui, mais qui existait. Et dans ce que on a décrit, nous, ta grille de lecture, c'est la grille de lecture, c'est normal, qui est à travers ce qu'on connaît en France, c'est-à-dire les régies, les SEM et le DSP. Si on compare par exemple à ce que tu connais un peu comme moi, qui s'appelle les Stadtwerke allemandes, que l'autre jour, notre ministre des Affaires européennes a critiqué comme si c'était du privé, alors que c'est jamais que des formes de régie. On voit bien qu'il y a encore, des choses qu'il faudrait approfondir. Alors, si tu en étais d'accord, parce qu'il faut réunir à la fois le choix politique, si je puis dire, qu'a fait le Sénat, que nous a proposé le Sénat, et dans lequel on peut s'inscrire, et qui est conforté par le choix technique qui est fait là, mais en lui mettant suffisamment de clarification sur qu'est-ce que nous on propose à ce moment-là à la Commission. La critiquer, c'est une chose. Qu'est-ce que nous on propose, ou alors on dit rejet, ok, ça c'est un article unique, mais qu'est-ce qu'on propose sur cette logique partenariat public-privé, parce qu'il y a aussi, de la part en particulier d'un certain nombre de lobbies, de grands lobbies français de l'environnement, des volontés de gérer justement de l'amont et de l'aval, pour quelque part aussi cerner un peu les collectivités locales, pour avoir vécu comme bien d'autres la logique des collectivités locales. Donc, moi, si vous en étiez d'accord, je trouve que le travail qui est fait là est un travail intéressant, qui part en amont, mais qu'il faudrait bien retravailler pour faire, pour le coup, une résolution qui prendrait notre choix politique, c'est celui-là, et la conséquence technique, c'est celle-là, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils mettent ensemble, en quelque sorte, le travail amont qui a été fait, entre autres, au niveau du Sénat, et qui a été fait aussi par la précédente commission, et puis ce travail aval qui est sûr, techniquement, ça ne tient pas la route, parce qu'ils confondent tout et n'importe quoi. Voilà, moi, où j'en suis de ma réflexion. Il y a peut-être d'autres interventions. Oui.
Oui, moi je ne suis pas pour proposer une résolution aujourd'hui. Mais Moi, enfin, si je peux, personnellement, j'ai fait ça assez rapidement, mais j'ai quand même une connaissance épaisse du sujet là, sur ces sujets-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est lucide. Ce que je veux dire, c'est que bon, la France n'est pas complètement claire sur le sujet, voilà. et politiquement, c'est quand même un peu vaseux, puisque je vous signale que c'est quand même le commissaire français qui a fait la proposition. Ah oui. Au passage. Oui. Bon, bah oui, Jamy, oui. C'est le marché intérieur. Oui. Bah oui. Ouais, Bon, voilà. Bon, moi je veux bien que. Non, c'est le commissaire français. Il l'a fait, et il a eu raison. C'est pour ça que je dis que moi je suis d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec le Sénat de dire qu'il faut c'est subsidiaire ou je ne sais quoi. À partir du moment où il y a de la jurisprudence qui se développe et qui nous met en danger régulièrement, ça n'est pas subsidiaire. Et la jurisprudence n'arrête pas depuis 10 ans de nous mettre en difficulté et de créer de l'insécurité juridique. Donc moi je suis d'accord avec Barnier sur le sujet. Ce qui est clair, c'est qu'il a subi très clairement la pression des Stadtwerke, bien sûr, sur les entreprises liées, toutes ces histoires qui vont faire que ça va être un imbroglio total, qu'on aura des co-entreprises qui vont déléguer à des entreprises liées des choses. Bon, on n'est pas d'une clarté de roche. Bon, moi j'ai quand même fait. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que sur ce sujet, je pense qu'il faudrait qu'on intervienne assez vite, ou bien il ne faut pas intervenir du tout. Par contre, ce qui serait utile, c'est que oui, mais ça sera fini. Mais c'est qu'on ait un groupe de travail qui fasse des propositions sur le sujet. Je dois dire que l'Union européenne, d'ailleurs, a fait la plus lumineuse des communications sur les partenariats publics-privés que j'ai jamais lues en 2008. Je suggérerais qu'on la fasse passer à tous les collègues. Et il ressombre dans une espèce de confusion qui est une confusion qui est liée, évidemment, c'est ce que je disais, à des mouvements tectoniques de lobby croisés, qui fait que le pauvre Barnier, il arrive à un texte qui est d'une confusion totale. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut le récuser, parce que je sais d'où il vient, je sais qu'il est nécessaire, je dis qu'il faudrait le réécrire. Voilà. Voilà la conclusion que je fais. Et le trilogue va aboutir quand ? Ben, c'est ça, c'est que le trilogue est en cours, si j'ai bien compris. Donc c'est pour ça que ça me paraissait tard. Mais, moi, j'ai été alerté il y a eu 10 jours sur le sujet. Et le texte est en fin de parcours. Une fois que le trilogue est terminé, la messe est dite. Ou alors il n'y a pas d'accord. voilà. Alors, si j'ai bien compris ce qui a été proposé au Sénat, hein, et c'est pour ça que si vous en étiez d'accord, j'aurais bien. En plus, c'est Simon Sutour lui-même, le président de la commission, qui l'a porté cette proposition. Et cette proposition, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Gilles Savary, c'est une proposition qui dit s'oppose fermement à l'adoption des procédures, etc., exprime son attachement à la liberté de négociation et des offres par l'autorité publique délégante, demande au gouvernement de s'opposer à tout projet de nature à remettre en cause l'équilibre de la loi de janvier 93, dite loi Sapin. Donc, eux, ils prennent position sur un angle, si je puis dire. Hein, pour moi, ce n'est pas l'entièreté de ce que tu viens de décrire. Donc, si le trilogue est déjà, puis après je te donne la parole, Michel, si le trilogue est déjà en phase, peut-être que la proposition du Sénat de dire pour le moment on rejette et tout compte fait celle qui protège le plus, mais qu'il faut que nous, il y ait un groupe de travail qui soit sur de l'ordre du propositionnel. Sinon... quoi qu'il arrive, moi, ma crainte, et c'est un petit peu ce que vient de dire Christophe aussi, si le trilogue est engagé, il faut regarder où est-ce qu'on peut réintervenir. Mais je ne suis pas sûr que ce soit sous cette forme-là. Voilà. En vous entendant, je me disais que vous êtes beaucoup plus complémentaires que contradictoires. Il suffirait d'ajouter à la proposition de la présidente ce que le rapporteur souhaite, c'est-à-dire qu'on refuse dans l'attente d'une réécriture non. Mais c'était ça. Merci Michel, c'était bien. Est-ce que cette synthèse ne peut pas être... Mais c'est tout à fait ma proposition, c'est-à-dire de dire tout de suite, le faire sous forme de résolution, quand il y a encore, il faut quand même essayer de voir avec Sutour comment on peut articuler au mieux, mais sur une logique prudentielle en disant, en l'état, ça nous paraît être mal parti, si je puis dire, donc plutôt une logique de rejet prudentiel, mais en disant il faudra conforter ça par une résolution travaillée par un groupe de travail et argumentée de façon complémentaire. Moi, je n'ai aucun souci d'auteur, évidemment. Hein, c'est pas un sujet, ça. Ce que je sais, c'est que, alors que ça bougeait pas, et qu'en particulier, il y a deux écoles de pensée françaises qui sont opposées sur le sujet, c'est d'un côté l'association des SPL
ex-association des SEM, et de l'autre l'Institut de la gestion déléguée, qui n'ont pas du tout la même approche. L'association des SPL disent qu'ils sont en train de démolir tout ce qu'on a fait depuis 2 ans pour s'adapter à l'Europe. Ce qui est vrai. Voilà. Et l'association de la gestion déléguée dit bon, c'est pas mal, sauf que il y a des histoires de mise en concurrence avec la possibilité d'avoir du chiffre d'affaires à l'extérieur, qui fait qu'on voit bien qu'il y a des Stadtwerke qui vont arriver en France tranquillement, des Stadtwerke puissants, c'est-à-dire des entreprises municipales qui vont prendre 10% ou 20% dans certaines structures pour pouvoir s'implanter sur le marché français. C'est ça que ça ouvre en réalité. C'est-à-dire que voilà, c'est ça que ça ouvre. Et inversement, mais les sociétés publiques locales allemandes sont hyper plus puissantes que les nôtres. Nous, c'est du national, c'est du jacobin. Nous, on est à Lyonnaise des Eaux et rien. Voilà. C'est ça le sujet. Tandis qu'eux, ils ont des petits machins qui peuvent s'amuser à faire des choses, voilà, transfrontalières et autres. Donc, ils sont venus me voir branle-bas de combat. Je n'ai suivi aucune consigne ni analyse. J'ai regardé ce qu'ils ont fait et j'ai fait ma propre synthèse en fonction d'un domaine que je connais bien. Les 2 derniers paragraphes sont les suivants. Estime que la portée de ce projet de directive est affaiblie par ses trop nombreuses imprécisions juridiques et confusions conceptuelles. Elle l'expose à des mises en application inégales au sein des États membres et de leurs collectivités locales, mais aussi à des recours contentieux. Considère par conséquent qu'une réécriture simplifiée et clarifiée de ce texte, conforme au principe de proportionnalité, est absolument nécessaire aux objectifs de simplification et de sécurisation juridique qu'il poursuit, et, à défaut, s'interroge sur sa valeur ajoutée par rapport à la situation présente. Voilà ce que je mets. Je pense que ça ne mange pas beaucoup de pain de l'adopter aujourd'hui et de mettre en place un groupe de travail sur le sujet, parce que ça pourrait envoyer le message que la France et l'Assemblée nationale considèrent qu'il faut faire autre chose. Voilà. Alors, je ne sais pas. Oui. Voilà. Mais si je fais une synthèse, grosso modo, c'est aussi ce qui a très bien mis la proposition de Michel Piron. On dit que c'est une communication qui conduit à faire la proposition et on met les 2 derniers points. C'est-à-dire que, du coup, l'entièreté de notre Assemblée estime que la portée de ce projet de directive pose problème et considère qu'une réécriture simplifiée est utile, c'est prudentiel, et que, point suivant, on met en place un groupe de travail pour, effectivement, conduire à une résolution de l'entièreté de notre commission. Est-ce que ça vous paraît être le point d'équilibre ? Moi, je pense qu'il faut faire des propositions, un peu comme ce qu'on a fait sur la directive détachement. Tout à fait, mais c'est la même logique. Voilà. On a dit sur la directive détachement, le texte n'est pas convenable, il faut faire autre chose, il faut changer d'outil. Et je pense que si la France ne fait pas ça, on aura des déconvenus. Oui. Mais je redis bien, c'est donc une communication que nous approuverons tous en s'appuyant sur ces derniers points. On y ajoute le groupe de travail pour préparer une résolution sur l'ensemble du sujet, d'accord ? Ça peut être des conclusions. Oui, Yves. Ce sont donc des conclusions à ce moment-là. Ça s'appelle des conclusions. Ça ne change pas le fait qu'on les dit. Non, mais alors moi, je suis complètement d'accord avec cette proposition parce que ça a besoin d'être retravaillé pour bien définir les objectifs qu'on veut atteindre. Autant sur le plan national et la simplification, la clarification des choses et avoir des outils qui nous permettent de travailler au niveau national et également au niveau européen dans la recherche d'harmonisation, mais aussi, je vais le dire comme ça, entre guillemets, d'une concurrence, de la mise en place d'une concurrence loyale. Donc, et là, moi je ne suis pas un spécialiste non plus. Je connais les différents outils. Je crois qu'il y a besoin vraiment d'un complément de travail pour avoir quelque chose qui soit, qui réponde mieux à ces objectifs-là. Alors donc, du coup, on fait proposition de conclusion à partir de ce rapport, et en particulier ces 2 derniers points qui sont fondamentaux, plus la proposition de groupe de travail. Question complémentaire, si on veut qu'après le groupe de travail, ce ne soit pas simplement mis sur le papier, il faudrait bien qu'un d'entre vous, en plus de Gilles, s'y colle. Je pense que voilà, Arnaud est intéressé. On va essayer de voir. Et il faudra que ce groupe de travail fasse des auditions internationales. Voilà, c'est ça. Il faut, et voilà, c'est du boulot. Yves, tu me paraissais intéressé aussi. C'est pour ça que. Moi, je ne sais pas si.
ce qu'on va dire, Moi, on part je- avec deux, ça nous fait 2 rapporteurs en définitive. On va élargir le groupe de travail, c'est ce qu'on avait vu pour la Moi, PAC, hein, ça a plutôt bien marché. je veux bien y Et participer. quand c'est particulièrement important, et dès que vous avez fait un panel un peu copieux, on peut faire aussi une audition de la commission pour donner plus de solennité. Une fois que vous avez fait ça, voilà. Hein, d'accord. Vous êtes d'accord, on part comme ça? On voit Barnier, c'est Voilà. En commençant par aller voir Barnier. que Barnier nous dise un peu ce qu'il a vécu, quoi. Peut-être. Eh bien, donc, maintenant que les choses sont bien calées, merci à vous tous. On a fini? Merci à vous tous et on continue à essayer d'être aussi réactifs que possible. Merci. Bonne soirée.